Nous avons le plaisir d'accueillir 4 professionnels pour échanger sur ce phénomène, dont les causes et les conséquences sont multiples. Donc, tout d'abord, nous remercions Madame Kaba, l'actrice d'émission sociale à la Fondation Abbé Pierre, d'avoir répondu présent. Madame Linda Hachem, directrice de la mission OAHD chez Sonia. Margot Bergeron, donc doctorante au laboratoire, au centre de recherche sur l'habitat. Et enfin, monsieur Martin Pascal, chef des services techniques de l'habitat à la ville de Paris. En fait, mais je pense que si la question de l'habitat, du logement social de fait, ou plus particulièrement l'habitat indigne, donc aujourd'hui, ça nous préoccupe, c'est qu'on se rappelle encore tous de la date du 5 novembre 2018, où en fait plusieurs immeubles à Marseille, et plus particulièrement, sont effondrés, coûtant la vie à 8 personnes. Suite à ces incidents, une cellule en fait, a été missionnée par le Premier ministre et ont rendu en octobre dernier un rapport de préconisation pour simplifier les démarches de procédure de police et répondre aux problématiques de l'habitat indigne. En plus, avant de lancer vraiment le débat, chaque année, la Fondation Abbé Pierre en fait, publie un rapport annuel sur l'état du mal logement en France. Donc, merci. Donc, cette année, c'était la 24e édition du rapport. Donc, et qui dit, sur un total, en fait, qui dit que près de 15 millions de personnes sont touchées à un titre ou à un autre par les codes du logement social, du mal logement, tout à fait. Donc, pour tenter de mieux comprendre ce phénomène, nous avons décidé de nous centrer en fait, le débat autour des questions suivantes. En fait, comment comprendre comprendre et faire un diagnostic territorial pour voir où sont réellement ces logements ou ces immeubles touchés par le mal logement, l'habitat indigne, donc les logements sociaux de fait, et comment et les outils à disposition des pouvoirs publics, donc qu'ils ont à disposition et comment ils les utilisent et de quelle manière, et enfin comment le tissu associatif en fait contribue aussi par ses actions et des solutions innovantes à trouver des solutions et à apporter des réponses à ce problème qui touche plus des millions de personnes. Donc, désolé. Donc en plus, déjà avant de tout commencer, c'est depuis 2008, en fait, l'habitat indigne en fait, a eu une définition juridique clarifiée par la loi MOL de 2009, donc, et qui dit que ça constitue un habitat indigne les locaux ou les installations utilisées aux fins d'habitation et impropres par la nature à cet usage, ainsi que les logements dans l'état ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés exposent des occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Donc moi, là je vais redonner, je peux me permettre de vous redonner la parole à nos invités pour tout d'abord déjà vous demander de vous présenter un peu plus sur vos fonctions et sur votre rôle, sur vos missions, et nous donner aussi votre vision de l'habitat indigne, comment ça compléter la définition juridique ou apporter d'autres éléments. Bon, je suis Frédéric Kaba, je suis directrice des missions sociales à la Fondation Abbé Pierre et j'y travaille depuis 6 ans. Et je suis chargée avec une équipe de 20 personnes de mettre en œuvre la lutte contre le mal logement au moyen de subventions à des associations et à des organismes qui luttent contre le mal logement, avec une ligne sur la question de l'habitat indigne qui est mise en œuvre par 2 programmes. Un programme qu'on appelle Toi d'abord, qui est un programme de production d'offres nouvelles de logements très sociaux à partir de bâtiments qui n'étaient pas destinés à du logement ou en situation d'habitat indigne, et le programme SOS Logis,
qui est un programme qui accompagne les propriétaires occupants pauvres à la remise en état et à la remise en dignité de leur logement dans lequel ils sont occupants. Très souvent, ce sont les propriétaires occupants qui sont modestes ou très pauvres. Alors, l'habitat indigne, c'est d'abord des habitants. Moi, je reviens de Marseille, il y en a eu un grand moment après ce douloureux anniversaire de la rue d'Aubagne, avec une mort et plus de 3500 ménages qui ont été déplacés, plus de 100 000 personnes à Marseille qui sont concernées par l'habitat indigne. Donc avant de parler de bâti, de structure, on va parler des gens qui sont à l'intérieur. Pour nous, l'habitat indigne, c'est la base de l'appel de l'abbé Pierre en 1954. C'est le manifeste, le lancement d'un appel très très fort pour appeler à la société civile, à la population française et dire qu'aujourd'hui, par l'absence de logement ou par le fait de se réfugier dans un habitat indigne, il y a un risque de morbidité de personnes, de citoyens, de familles à l'intérieur du territoire. Et que le mouvement Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre ont été lancés à cette occasion-là, c'est-à-dire lutter concrètement pour redonner aux personnes la possibilité d'avoir l'outil principal pour mener son projet de vie, qui est un logement digne, pérenne et durable. Alors, quand on a dit ça, on ne peut pas tout dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 1954, il y a énormément de lois et de progrès qui ont été faits en termes de lutte contre l'habitat indigne, pour resituer. Mais ce qu'on voit, et ce qui est très retors et très complexe, c'est que l'habitat indigne se recompose et change de visage. Et c'est certainement pour ça que c'est extrêmement difficile. Et j'ajouterai un dernier point dans cette présentation générale, c'est qu'avant la rue d'Aubagne, nous avions tous un peu oublié, et nous aussi, Fondation Abbé Pierre, qu'il y avait une problématique d'habitat indigne en France. Et la rue d'Aubagne nous a douloureusement réveillés pour nous rappeler à l'ordre sur le fait que c'est un combat en continu, puisque effectivement la plus grande caractéristique de l'habitat indigne, c'est qu'il se recompose au fil des temps pour des facteurs et des raisons extrêmement différents. Bonjour, donc INHM de Solia, dont l'ancien nom était le Pacte, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu plus sous ce nom-là, le Pacte, voire Pactarim initialement. Donc pour ce qui est de ma fonction, mon poste au sein de Solia et depuis 15 ans maintenant, c'est que j'ai débarqué sur une opération parisienne qui est un plan d'intérêt général qui s'appelle l'opération d'amélioration d'habitat dégradé. Donc on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais qui s'est mis en place sous le décret d'essence et un certain nombre d'immeubles, plus de 1000 immeubles, qui avaient été identifiés indignes sur Paris. Et donc au sein de Solia, on a à force de missions et d'opérations diverses qui étaient vraiment attrait à l'habitat indigne. Donc on a créé un service d'habitat indigne qui regroupe donc cette opération, mais aussi d'autres actions comme la mise à jour d'arrêtés d'insalubrité sur Paris, d'anciens arrêtés qui avaient été stockés et qu'il fallait réactiver. Donc on s'est occupé de la partie de mise à jour administrative et technique de ces arrêtés. On accompagne aussi une direction départementale des Yvelines dans le cadre de travaux d'office pour l'aider à mettre en œuvre les travaux pour sortir des procédures d'arrêté quand le propriétaire n'aura pas mené les travaux. Et puis on a d'autres missions d'accompagnement sanitaire de personnes occupantes dans un logement ou un immeuble dans lesquels il peut y avoir des travaux liés au saturnisme, à l'exposition aux plantes dans les peintures ou à de l'insalubrité. Voilà, ça c'est un peu nos missions. Et pour ce qui est de la définition de l'habitat indigne, je rejoindrai un petit peu la présentation de Madame Caba en parlant de la naissance de Solia, Pactarim à l'époque, qui est né aussi un peu dans la même période, en 1952, pour lutter contre l'habitat dans les taudis, lutter contre l'habitat, le mal logement des personnes. Et c'est comme ça que le Pactarim est né et qui, à force d'accompagnement, on accompagne du coup, effectivement, l'habitat indigne prend plusieurs visages. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses derrière l'habitat indigne. Il y a le marchand de sommeil, il y a les immigrés qui ne peuvent pas se loger et qui se retrouvent dans des logements qui sont plus qu'insalubres. Il y a le propriétaire occupant qui ne peut plus subvenir à l'entretien de ce logement, donc il va se retrouver dans un habitat dégradé qu'il ne pourra plus entretenir. Il y a des syndromes de personnes, dits syndrome de Diogène, qui vivent dans leur milieu, mais qui est aussi impacté par vraiment beaucoup
beaucoup aussi la vie sociale, enfin, aussi voilà, tout ce côté social et les évolutions qui sont difficiles à prendre en compte. L'habitat, c'est vraiment, enfin, la Fondation Abbé Pierre le dit beaucoup aussi au moment de ses bilans. C'est un enjeu social très important pour la personne. Donc on peut vite se retrouver dans un habitat dégradé, dans une situation indigne liée à notre propre difficulté sociale. Voilà, on peut en dire beaucoup plus. Mais... On va attendre d'échanger davantage. Bonjour, Koda Zoro. Donc je suis doctorante au Centre de recherche sur l'habitat, qui est au 7e étage de votre bâtiment. Je travaille sur le parc social de Fay dans les quartiers centraux à Marseille. J'ai commencé ma thèse en septembre 2018. Donc j'ai choisi les quartiers centraux à Marseille parce que c'est là où j'habitais et que c'était l'expression parc social de Fay était une expression récurrente pour caractériser le parc de logements dégradés qu'on retrouve dans les quartiers centraux à Marseille. Moi, je m'intéresse à ce parc social de Fay dans l'idée que c'est un parc de logement qui permet l'accès au logement à des personnes qui sont autrement exclues, soit du logement locatif, du reste de l'offre de logement locatif privé, soit du logement locatif social. Donc on reviendra, il me semble, sur qui habite dans ce parc de logement, donc je ne vais pas trop m'étendre à ce sujet-là. Mais voilà, donc c'est une offre de substitution en fait, et une substitution qui se fait généralement avec une qualité moindre de l'habitat, donc soit un confort réduit, qui peut aller jusqu'à une dangerosité avérée de l'habitat, donc c'est là où ce type de logement peut tomber dans les catégories de l'indécence, de l'insalubrité, du péril, donc du logement indigne, qui est une catégorie de l'action publique. Et voilà, donc moi, dans cette idée de traiter du parc social de Fay à Marseille, je m'intéresse à ce parc comme un marché, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui y habitent, tout d'abord en effet, et elles y habitent parce qu'elles ont des trajectoires résidentielles qui sont contraintes, parce qu'elles ne peuvent pas accéder, donc, comme je disais, au reste du marché. Mais il y a aussi une offre, et du coup l'offre elle est créée par des propriétaires, et je cherche à comprendre comment cette offre est créée, donc les raisons d'investissement et comment ce parc est géré. Bonjour, moi je m'appelle Pascal Martin, je suis responsable du service technique de l'habitat à la ville de Paris. J'ai participé au début des années 2000, après la loi CCRE qui était une loi fondatrice, après un rapport étonnant de la Fondation Abbé Pierre et de Mme Nancy Boucher sur la résurgence des mauvais logements en France. Et donc j'en avais, voilà, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était au moment où le gouvernement Jospin, à travers ses ministres du logement, c'était Marie-Noëlle Lienemann à l'époque, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, et le ministre de l'Intérieur, M. Vaillant, maire par la suite du 18e arrondissement de Paris, qui ont effectivement remis à l'ordre du jour des priorités nationales, dans la logique de lutter contre les exclusions aussi, la lutte contre l'habitat indigne. Et donc, avoir contribué, on va dire, à essayer de définir une politique publique. Je me souviens que j'ai eu à travailler, non pas sur la définition juridique qui est intervenue et que vous avez sous les yeux avec la loi Moll, mais au début c'était une définition politique. C'était vraiment la relance politique de ce sujet qui avait été effectivement mis à l'ordre du jour bien des décennies avant par l'Abbé Pierre. Et donc, on va dire, avec cette expérience, d'essayer de définir une politique publique avec une vision sur le long terme de la lutte contre l'habitat indigne. Je me retrouve aujourd'hui, ça va faire une dizaine d'années maintenant, à la mettre en œuvre de façon opérationnelle sur un territoire municipal qui est Paris. Voilà, donc on abordera plein de sujets qui tournent autour des pouvoirs de police et des responsabilités du préfet de un peu plus tard. Donc c'est intéressant parce que c'est en effet des personnes qui ne trouvent pas à se loger dans le logement social, on ne les identifie pas à leur demande de logement social, mais comme je disais tout à l'heure, vous retrouvez aussi dans le parc social de Fay énormément de personnes qui ne peuvent pas prétendre pour le logement social. Donc des personnes qui sont senties. Donc c'est toujours intéressant de trouver, c'est une façon intéressante de trouver en tout cas des indices de où c'est tout ce parc, mais ce n'est pas suffisant pour le caractériser. Après, de toute façon, l'intervention publique, généralement, ce sera de l'acquisition, amélioration de la réhabilitation ou alors des OPA.
Dans tous les cas, ce sera un conventionnement. Dans tous les cas, ça va donner lieu à une forme de logement social desquels seront exclus des populations de ce type-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, peut-être. Allez-y. En 2013, l'ANA a annoncé 420 000 euros de logement, vie indigne. Si on prend les chiffres de Paris, de Lille, de Marseille aujourd'hui, en tout cas de quelques grandes villes, on est vite à 600 000 logements indignes à minima. Je pense que la notion de PPPI, là, de pacte privé potentiellement indigne, est intéressante. Moi, la limite de la purge, je trouve, c'est justement cette idée de demandeurs de logements sociaux. Il y a beaucoup de non-recours dans la précarité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas droit pour le relogement par le parc social, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se manifestent pas pour être logées dans le parc social. D'ailleurs, s'ils se manifestaient, ça deviendrait très très inquiétant dans certaines villes, hein, ça serait très difficile. Donc ce critère-là, il est intéressant, mais pas suffisant pour un avis. Après, les visages de l'habitat indigne, c'est aussi aujourd'hui une situation de bidonville qui se recompose en France. Hein, c'est aussi une situation de campement ou d'habitat dit de fortune aux abords du périphérique, sous les ponts d'autoroute. C'est aussi le refuge du camping, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, dans certaines régions, dans certaines villes, en province, en région, il y a un recours au mobile home, à l'espace du camping comme un habitat durable. Donc le visage du parc indigne, il se manifeste vraiment de manière différente. Enfin, pour terminer sur la question du comptage, c'est la question de sa recomposition. Aujourd'hui, on a un problème de production, y compris de maisons individuelles et de qualité de production de maisons individuelles, qui reproduisent très vite pour certaines de l'habitat indigne. Alors, on parlera d'habitat indécent parce que l'habitat indigne, pour le qualifier à cet endroit-là, c'est compliqué, mais en tout cas, qui donne des signes très inquiétants de dégradation du logement très rapide, de mauvaises factures, de toiture terrasse très souvent qui pose d'énormes problèmes. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du parc ancien. Voilà. Et peut-être une dernière chose sur la question des copropriétés en difficulté. Quand on prend le chêne pointu, par exemple, hein, qui a été Clichy-sous-Bois, une copropriété très rendue visible par suite au décès d'Ia Bouna dans des conditions assez difficiles. Quand on prend le chêne pointu et les difficultés d'une copropriété de cette taille-là, où le bâti n'était pas de mauvaise qualité au départ, mais n'a jamais été bien entretenu ou entretenu du tout, on a aussi une recomposition d'habitat indigne rapide, parce qu'en fait, l'absence totale d'entretien et la suroccupation des logements par des populations précaires, c'est-à-dire qui ont des ressources, qui ont très souvent un emploi, qui ne sont pas forcément des minima sociaux, mais qui sont nombreux, qui font œuvre de solidarité avec des proches, usent très très vite le bâti et génèrent de l'habitat indigne. Voilà. C'est pas complet, mais ça peut vous donner des indicateurs assez différents de cette recomposition. Juste effectivement par rapport aux études du parc potentiellement indigne, effectivement la démarche elle avait été enclenchée justement après la loi SRU, où les premiers ministres dont je parlais tout à l'heure posaient cette question, où est l'habitat indigne? Et donc en fait le traitement des données statistiques partant, pour faire simple, du postulat que des catégories cadastrales médiocres, mauvaises, qui n'étaient pas dans les données, qui n'étaient pas forcément très fiabilisées, mais en gros des gens qui sont sous le niveau, inférieur à 25% des niveaux de revenus permettant de rentrer dans le parc social, cumulé avec le fait qu'ils soient dans des logements, on va dire, catégorisés mauvais à médiocres, il y a une forte probabilité, à l'échelle cadastrale, et pas à l'adresse, qu'il y ait des risques de présence d'habitat indigne. Et l'intérêt, et pourquoi au début l'État a enclenché cette démarche, ce repérage-là, ce pré-repérage, parce que ce n'est pas un repérage en tant que tel, ça permettait aux services de l'État, dont j'ai cité les trois composantes tout à l'heure, et à chacun des préfets dans tous les départements de France, de disposer d'un outil qui permette à ces DDE, à ces DAS à l'époque, de se tourner vers les maires sur les territoires, sur les communes desquelles on trouvait un maximum de sections cadastrales comportant potentiellement du parc indigne. Donc c'était au départ un outil stratégique qui permettait à l'État de se tourner vers les élus locaux pour dire étudions ensemble, voilà, ce que
que cette étude permet de repérer. Ça permettait de négocier aussi les politiques locales, comme les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, de prioriser, pourquoi plus sur telle commune plutôt qu'une autre, c'était un des critères. Ensuite, par rapport au repérage, compter effectivement l'habitat indigne à travers les arrêtés de péril, d'insalubrité, ça serait quelque chose d'idéal. Du côté de la santé, ils sont en mesure de le faire, puisque c'est relativement centralisé. Compter le nombre d'arrêtés de péril en France, sachant qu'il y a plus de 36 000 communes avec des pratiques diverses et variées, c'est plus compliqué. Mais là, on aura un comptage simplement limité à l'adresse, donc avec une précision qui est intéressante pour pouvoir agir ensuite concrètement sur des immeubles qui sont en copropriété ou en monopropriété, mais très majoritairement quand même en copropriété. Et donc, nous, on en tire un certain parti, dont on évoquera ça tout à l'heure sans doute avec Madame Hachel, sur plutôt des outils préventifs. Quand on a un outil de repérage à l'adresse, ça permet d'essayer d'anticiper en étant, on va dire, attentif chaque année. C'est un travail capture qui permet effectivement d'éviter de devoir revenir massivement de l'insalubrité à Paris parce qu'on dispose d'un outil à l'adresse. Des adresses qui ressortent, on va visiter les parties communes, on va regarder dans quel état ils sont, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si un problème apparaît, on agit tout de suite. Donc l'idée, ce n'est pas un outil de repérage pour faire de la connaissance et faire des beaux atlas, même si on peut faire des beaux atlas, c'est surtout un outil de repérage qui permet d'anticiper précocement l'action publique. Voilà ce que je voulais juste préciser. Merci beaucoup. À partir du moment où deux collectivités s'entendent, à la base, pour préserver des savoir-faire qui ont été développés. En l'occurrence, ils ont été développés de 2002 à 2010, et que ça a été la base de la création de la Soreca, donc qui est l'opérateur qui permet, dans son volet, on va dire, le plus contraignant, d'aller jusqu'à l'appropriation publique, voire d'avoir un volet, on va dire, pour ne pas parler d'incitatif, on va dire de quasi persuasif, hein, avec une épée de Damoclès. La Soreca peut agir un peu comme le fait Solia ou Urbanis, avec des copropriétés dont on ne sait pas encore sur le moment, on a des inquiétudes sur leur capacité à aller jusqu'au bout de la requalification des immeubles, avec une espèce d'épée de Damoclès qui pourrait faire basculer l'immeuble en appropriation publique. Après, on voit très bien que c'est des procédures assez longues, qui prennent du temps, il y a le temps juridique aussi, et les procédures, et donc c'est comment aussi ça, concrètement, ça, aujourd'hui, ça, une personne, que ce soit un logement ou un immeuble est signalé, ça, en moyenne, quel est le temps de procédure? Difficile de faire une moyenne parce que dans les 13 mesures de police dont je parlais, qui servent à lutter contre l'habitat indigne et effectivement à emporter des obligations et des effets des droits. Donc, parmi les obligations, c'est des obligations de travaux pour un certain nombre de ces polices. C'est des obligations, c'est des mesures de protection des occupants à travers la suspension des baux et des loyers, que l'on parle d'arrêté de péril ou d'arrêté d'insalubrité. Ce qu'on peut dire sur ces 13 polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne, c'est qu'il y a des polices qui sont faites pour traiter l'urgence, des polices qui permettent de donner un délai compte tenu des situations pour remédier, on va dire, au désordre, à l'insalubrité, au péril, ou deux à la fois, quelquefois. Et puis des mesures de police qui visent à régler des problèmes d'occupation. Donc, nous, notre action, effectivement, par exemple, si un arrêté qui n'est pas respecté et qui prescrit des travaux ou un certain nombre de mesures, on va l'exécuter d'office, prioritairement quand la procédure est d'urgence. Comme par exemple les dangers ponctuels imminents dans l'habitat. On rencontre un phénomène effectivement qui est caché, on parlait de situations invisibles. À Paris, parmi les 350 à 400 arrêtés qu'on prend chaque année, on a vu évoluer la typologie des arrêtés d'insalubrité. Il y a moins que par le passé d'insalubrité remédiable. On en a ce match-là entre 50 et 70. On a vu augmenter considérablement les urgences sanitaires à travers le phénomène de situation d'incurie dans le logement, qui renvoie effectivement à la manière dont évolue notre société sur certains aspects, notamment le vieillissement de la population, l'isolement de la population,
la crise qui passe par là, etc. Et on a aussi un matelas de plus en plus conséquent, puisqu'on s'y intéresse différemment par le passé, des locaux par nature impropres à l'habitation, sachant qu'à Paris, il y a une caractéristique architecturale et bâtie, qui fait que dans les immeubles haussmanniens, par le passé, il y avait des chambres de service, avec des personnels domestiques qui vivaient dans l'immeuble, qui pouvaient passer une partie de leur vie dans les beaux logements les étages inférieurs et qui allaient dormir dans les chambres de service. Seulement, la forme urbaine, la forme architecturale est restée, mais le fonctionnement initial des immeubles haussmanniens a évolué, ce qui fait qu'on retrouve dans parfois 5 mètres carrés, voire moins, une personne, voire un ménage, en train de vivre sous les toits, avec moins d'un mètre de 2 mètres 20 sous plafond, moins de 9 mètres carrés en surface, des toits pas d'éclairement, etc. Et ça, c'est une centaine de situations qu'on constate et qu'on nous a signalées, donc on va expertiser avec les inspecteurs publics. D'après une étude de Pascal Dietrich-Rallon, dans laquelle elle expliquait quelques-unes des études des causes de ce parc social de fait, comme disait Margot Bergeron, elle citait notamment dans les raisons de la présence de l'habitat dégradé dans les villes, l'augmentation constante des loyers qui se répercute forcément sur les logements insalubres ou de mauvaise qualité, mais également une demande de logement social qui est nettement supérieure à l'offre, et donc qui entraîne forcément les populations à se loger dans des logements indignes, ou encore la présence de populations défavorisées qui vont vivre dans des logements indignes en espérant en fait être relogés plus rapidement, puisque le critère d'habitat indigne est pris en compte dans l'offre de logement social. Donc, je vais vous donner la parole, Margot Bergeron. Comme vous l'avez dit, c'est le sujet de votre thèse actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce que vous identifiez, vous, comme les causes de la présence et de l'existence de ce parc de logement, et également peut-être sur les principales caractéristiques de ces habitants? Les causes sont nombreuses, vaste diagnostic à réaliser. Déjà simplement le bâti, c'est un objet qui vieillit, donc il s'agit de l'entretenir. À Marseille par exemple, mais dans beaucoup de villes françaises, il y a énormément de copropriétés. Donc quand on achète en ville, la plupart du temps on n'est pas propriétaire, on est copropriétaire d'un immeuble. Donc ça exige de l'investissement, au fil des années. Donc il y a eu des phénomènes de dégradation qui sont liés aussi, en tout cas à Marseille plus spécifiquement. Moi je travaille sur les quartiers centraux, qui sont les quartiers qui sont dégradés, qui sont paupérisés au fil des années. Et donc ça joue aussi sur la présence de cet habitat-là. Cet habitat en effet il est souvent présent quand il y a des populations très précaires. Parce que en fait c'est un des seuls endroits où elles parviennent à se loger. Donc on retrouve dans ces quartiers d'habitat des personnes qui ne peuvent pas répondre en fait aux garanties, aux exigences, aux garanties locatives que demandent la plupart des bailleurs. Donc vous en avez certainement vous-même fait l'expérience, vous demandez un CDI, 3 fois le montant du loyer, donc des exigences quand même assez fortes pour que le logement soit mis en location. Donc en fait on trouve des bailleurs qui sont prêts à louer avec moins d'exigences, mais qui sont aussi moins exigeants sur la qualité du logement qu'ils mettent en location. Donc on y trouve des personnes qui sont travailleurs précaires, qui n'auront pas les contrats. On trouve des personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux, donc RSA, minimum vieillesse. Les personnes qui sont bénéficiaires des allocations adultes handicapés aussi. On trouve beaucoup de ces personnes-là qui sont bénéficiaires de ces divers minima sociaux et qui dépendent la plupart du temps des APL pour se loger. Je pense que c'est quelque chose qui est assez caractéristique. C'est une vraie question que pose ce parc de logement en tout cas. C'est qu'à la fois les APL garantissent l'accès au logement, la capacité de se loger, la solvabilité des ménages les plus pauvres pour se loger. Et en même temps, ils sécurisent des investissements. Donc il y a des propriétaires bailleurs qui investissent dans ce secteur-là du parc de logement. S'ils avaient la sécurité, que leur serait versé le loyer tous les mois par l'APL. Donc moi qui fais des entretiens avec quelques investisseurs, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, c'est que l'investissement est sécurisé par les APL.
Pour revenir aux personnes qu'on retrouve dans ce parc de logement, on trouve aussi toutes les personnes qui ont des titres de séjour. Donc, les personnes, il y en a qui se logent ailleurs également, mais il y a un vrai marché pour les sans-papiers. Généralement, là, les prix des loyers sont bien supérieurs à ce qu'on trouve dans le reste du parc. Et on retrouve aussi des demandeurs d'asile, donc des personnes qui sont en train de faire en procédure, qui sont en règle, mais qui ne sont pas logés par l'État. Et donc qui sont amenés à se loger par eux-mêmes avec des allocations de prix très faibles. Donc on les retrouve aussi dans ce parc de logement. Globalement, on retrouve des populations extrêmement précaires, travailleurs pauvres, familles isolées, retraités au milieu de vieillesse, voilà. Des populations très variées, mais toutes caractérisées par des faibles revenus, des fragilités parfois. Merci beaucoup. La loi ne règle jamais la question de la visée et des moyens dont on se dote pour atteindre la transformation sociale qu'on veut opérer. Donc toutes les lois sont bonnes sur le papier. La question après, c'est comment le politique, les élus bien sûr, les responsables des collectivités territoriales évidemment, les responsables associatifs, les acteurs associatifs aussi, mais l'ensemble des acteurs qui sont liés au logement agissent dans le même sens pour résorber une problématique, d'ailleurs qu'il soit du logement ou d'une problématique liée à la pauvreté, le problème est très souvent le même. Et quand on avait réussi à résoudre certains aspects des pans de la pauvreté en France par des effets régaliens, c'est-à-dire descendants, systématiquement, quand on a redélégué du pouvoir de l'État au niveau local et qu'on a décentralisé ou déconcentré les pouvoirs, on a redéstabilisé ce que nous appelons, et ce qui est issu des ordonnances de 45 et du socle de la solidarité nationale, et l'aide sociale qui permet de compenser ou réduire les effets des inégalités. Donc on a un problème, pas de loi aujourd'hui et de texte, parce qu'ils sont plutôt bien faits, ils sont plutôt de plus en plus précis. On a un problème de coordination et de vision commune pour éradiquer la problématique de l'habitat indigne durablement dans ses effets systémiques. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui habitent en habitat indigne, c'est que le marché n'offre pas de logements à des prix, des logements dignes à des prix suffisamment bas pour répondre à l'ensemble de la population, premièrement, que nous avons un droit souverain qui est le droit à la propriété, qui est aujourd'hui très difficile, on ne peut pas toucher en France, on ne peut pas réinterroger, et du coup qui bloque beaucoup d'aspects. Alors la loi Elan, en ce sens, elle vient quand même atteindre, mais ça reste limité. Et puis, qu'il y a un marché, vous le disiez tout à l'heure, un marché qui est extrêmement violent sur la question du logement, sur la hausse des coûts du logement, sur la hausse du foncier qui fait qu'aujourd'hui, on produit du logement très social qui sort cher, c'est-à-dire que les minima sociaux ne peuvent pas durablement se pérenniser. Et puis un dernier point, parce que je pense que ça va avec la question de la lutte contre l'habitat indigne, et si on va aller dans l'effet système, c'est que plus on va baisser l'APL et l'aide sociale, plus on va ratiboiser les possibilités de ressources en termes d'assédique. C'est le micro marche pas, mais l'écran se lève. On est obligé, comme on vient d'avoir appris, donc c'est normal que ça. C'est parce qu'après l'alerte, toute l'électricité revient et tout le bâtiment redevient aussi intelligent qu'il était quand on l'a trouvé. Donc voilà, juste pour dire que la question légale n'est pas la seule réponse à la question de la lutte contre l'habitat indigne ou de toute forme d'inéquité, d'inégalité sociale. Le logement étant certainement le logement digne, la première pierre à l'édifice de l'égalité sociale et de la possibilité de mener une trajectoire de vie. Donc la question de la coordination des acteurs et de la volonté des acteurs volontaristes coordonnés sur les territoires est certainement une solution importante. Je veux juste dire quelque chose par rapport à la loi Elan et ce qu'elle a amélioré, mais en tout cas ce que nous voyons d'un point de vue de la question de l'habitat indigne, c'est quand même le sujet du repérage des personnes victimes de l'habitat indigne. Et le sujet du repérage, c'est l'observation, c'est le recours. Le sujet du repérage, c'est aussi une transformation sociale et culturelle de la personne qui vit en habitat indigne et qui est très souvent plongée aussi dans la honte de la situation qu'il vit. Et que s'il y a des personnes qui ne se désignent pas comme victimes de l'habitat indigne, c'est qu'il y a un processus aussi de regard social et de situation sociale extrêmement compliqué
sur les situations de pauvreté en France. Et enfin, une dernière question en fait sur le phénomène de métropolisation. Aujourd'hui, Paris s'inscrit dans une métropole, donc la métropole du Grand Paris en fait est chargée de l'élaboration du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement depuis le 1er janvier 2017. Il y a une première proposition qui est revenue aux intercos pour lecture avant un deuxième vote. Donc, ainsi que de la mise en œuvre des actions d'amélioration du parc privé d'intérêt métropolitain, donc c'est depuis 2018. Donc est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une harmonisation en fait, des politiques, des protocoles de lutte contre l'habitat indigne à une échelle métropolitaine où on est un peu loin de cette vision-là? Pas forcément mieux placé pour répondre à cette question. Après, ça dépend si je vous parle en tant que citoyen un peu éclairé sur le sujet. Peut-être privilégier ça. Donc, non, effectivement, la construction métropolitaine a fini que prendre du temps. Celle de la métropole de Lyon a 30 ou 40 ans d'existence et elle continue d'évoluer sur ces sujets-là. À Paris, la métropole du Grand Paris, effectivement, que Paris et la banlieue se rapprochent. Là, c'est le citoyen banlieusard qui vous parle et pas l'agent de la ville de Paris. Mais toujours est-il qu'effectivement, ce phénomène-là, il est choquant aujourd'hui de voir qu'il y a des territoires où, effectivement, on repère, où on traite les signalements, où on essaye d'agir avec tous les outils de puissance publique que je disais tout à l'heure, avec donc, derrière des personnes exposées pour la santé et la sécurité dans leur logement, dans leur d'habitation, voire en hébergement. Sur un territoire à côté, où les conditions ne sont pas réunies parce qu'il peut y avoir moins de volonté politique, moins de volonté de moyens, il faut les deux réunis, avec des gens qui sont tout autant exposés à des enjeux de santé et de sécurité dans leur logement. Donc, au XXIe siècle, on peut être que choqué de la disparité dont les territoires font l'objet ou sont traités. En tant que citoyen, ça me paraîtrait effectivement une bonne chose que d'avoir cette problématique à l'échelle de nos 12 millions d'habitants. Donc, c'est une métropole, on ne comprend pas toute l'île de France, mais voilà, il y a 12 millions d'habitants, dont 2,141 000 à Paris. D'essayer de trouver une organisation avec un chef de file, des outils mutualisés. Il ne faut pas tout mutualiser. Par exemple, les enquêtes sanitaires, les enquêtes de logement supposent de se déplacer pour qu'un inspecteur se déplace, qu'un architecte de sécurité se déplace pour expertiser les risques. Ça, c'est une réflexion sur un grand territoire qui peut difficilement être fait par une approche centralisée. Par contre, mener l'action publique à son terme, comme les travaux d'office, qui passent par des commandes publiques, qui passent par des équipes capables de le faire, avec des conducteurs d'opération de travaux rompus à ça, c'est difficilement envisageable d'espérer créer des générations spontanées sur toutes les communes de France pour faire ces travaux-là, non pas tous les jours, mais une fois tous les 5 ans dans certaines communes, voire plus sur d'autres. Donc il y a besoin, à mon avis, d'analyser les processus de lutte contre l'habitat indigne. Enfin, du moins, je parle de ceux qui font appel aux mesures de police administratives et spéciales, pour trouver, en fonction de la manière dont le phénomène se présente sur le territoire, sans doute massivement à l'échelle des territoires métropolitains, mais de trouver une organisation qui s'adapte, capable de s'adapter à une lutte contre l'habitat indigne qui soit, on va dire, pragmatique, courageuse, et qui aille au bout surtout de toutes les situations pour supprimer les risques auxquels sont exposés les habitants. Donc on peut, sans parler de métropole, se dire que dans les tissus ruraux, dans les tissus montagneux, en province, avec d'autres types de phénomènes, comme Mme Raval rappelait sur notamment l'utilisation des campings en habitation, des logements où il y a des travailleurs saisonniers, etc. Enfin, il y a de multiples sujets, donc ça mérite à la fois effectivement de rechercher, on va dire sans doute une autorité unique, un chef d'orchestre du moins, avec la volonté politique et les moyens surtout, parce que sans inspecteur de salubrité, sans euros pour réaliser les travaux,
ben, ça va être compliqué. Donc il faut que ces moyens et les compétences aussi des personnes continuent de se développer. C'est pour ça que intervenir dans votre assemblée avec les futurs professionnels de l'urbanisme et de l'architecture, ça me paraît essentiel que dans les écoles de ce type-là, mais encore aussi d'autres écoles, que ce sujet-là mériterait d'être abordé de manière à ce que les professionnels prennent conscience que c'est un vrai sujet pour notre société et que leurs compétences professionnelles vont pouvoir aussi servir à lutter contre les un jour. Ça me paraît important. Voilà. Je peux en dire deux mots aussi côté opérateur, qu'on intervient sur différents territoires en Ile-de-France et c'est vrai qu'on constate énormément cette différence d'action. Enfin, il y a des territoires sur lesquels on intervient en saturnisme, donc pour des travaux qui sont liés au plomb et on a beau signaler, nous, en tant qu'opérateur, c'est quand on se rend dans un logement, dans un immeuble, quand on constate en fait un risque de sécurité ou de santé pour les occupants, on signale à l'autorité compétente. On a ce rôle de rendre compte des dangers pour les occupants. Et dans certains territoires, on a beau signaler des situations, et ben on ne va pas aller chercher, la direction pour laquelle on va travailler ne va pas aller traiter au-delà de la commande pour laquelle elle intervient. Et du coup, voilà, enfin, c'est aberrant, mais à cause de manque de moyens financiers et humains, les situations connues, je ne dis pas qu'elles vont être cachées, mais elles vont être transmises à d'autres services. Les services vont se passer la balle, et puis au bout d'un an, on va se rendre compte que rien n'a été fait parce que ça ne faisait pas partie des objectifs premiers de l'action. Donc il y a beaucoup de situations comme ça, mais c'est vrai que les moyens financiers et humains sont vraiment plus qu'importants en fait, et aussi la volonté politique sur le territoire en question pour mettre en place et aller jusqu'au bout des procédures. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que vous avez invité Madame propos. Je me permets là de poser la question aux acteurs associatifs, c'est comment, c'était une question que je me posais, et je pense que je l'ai posée tout à l'heure, c'est est-ce que le travail avec la ville de Paris, en fait, il est, sachant que c'est une grande maison, un fonctionnement bien spécifique, et donc après il y a la question aussi de l'ordre politique, est-ce qu'il est évident ou est-ce qu'on voit qu'il y a des moyens qui sont mis est-ce que percevez-vous les moyens qu'il y a une volonté de traiter le phénomène du logement de l'habitat indigne Comme je disais, ça fait 15 ans du coup que je travaille sur l'opération pour la ville de Paris et du coup sur d'autres opérations aussi, enfin d'autres missions comme la mise à jour des arrêtés d'insalubrité anciens. Oui, c'est un partenaire qui est très bien structuré, qui a les moyens financiers, mais dont les services sont bien structurés et coordonnent au niveau de la direction du logement. Il y a différents services, dont le STH, à l'intérieur duquel il y a aussi différents bureaux et qui se coordonnent ensemble et qui du coup sont suffisamment structurés pour pouvoir mettre en place ces actions. Après, on travaille aussi en très bonne collaboration humaine, ça compte aussi. Et donc sur l'opération sur laquelle on intervient pour l'accompagnement des copropriétés dégradées dans Paris, donc on travaille en collaboration avec le coercitif, comme je disais, on signale des situations qui sont du coup à risque pour les occupants. Donc on travaille aussi sur le volet coercitif en plus de l'incitatif et le STH met en place des actions aussi assez rapidement en fonction de la situation. Et là où c'était aussi impressionnant pour nous en tant qu'opérateur, c'est la mise à jour des arrêtés. Il y avait plus de 350 arrêtés d'insalubrité. On avait un marché de 4 ans, je crois, à la base, qu'on a du coup résolu en 3 ans. Pour notre côté de mise à jour administrative, c'était très rythmé. On a bien planifié les choses dès le démarrage du marché pour que tous les mois, en fait, il y ait une actualisation des arrêtés. Et donc, nous, Solia, on mettait à jour la situation. Et derrière, le STH, donc, qui est le service
du bureau des conduites des opérations et travaux mettait en place très rapidement derrière leur propre visite de contrôle, les actions administratives nécessaires pour ensuite en arriver aux travaux d'office quand le propriétaire ne réagissait pas. Mais on est arrivé, on a fait les bilans évidemment pratiquement un an maintenant, et il y avait déjà 70% de situations résolues, pas forcément d'office, parce que le fait de rappeler au propriétaire, en fait, quand on met en place une procédure, il faut aussi la suivre. C'est pas le tout de prendre un arrêté, c'est pas le tout de mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux, mais c'est aussi de suivre cette procédure, de faire des visites de contrôle, de faire les démarches administratives, de lancer une mise en demeure. Et donc, dans le cadre de ce marché, tout se faisait en marchant et tout était bien structuré pour arriver à un bon résultat. Il y a encore des procédures qui sont en train d'être levées encore aujourd'hui. Donc, pour dire que oui, c'est plus que confortable pour avoir travaillé aussi sur d'autres territoires, c'est plus que confortable de travailler pour le département. Merci beaucoup. Donc là, je vais passer la parole à Margot pour aborder la troisième partie de notre débat qui est sur les actions concrètes menées par les différents acteurs, particulièrement les tissus associatifs, sur la lutte contre les crimes. Merci beaucoup. Donc je voudrais simplement rappeler que nous, en tant qu'étudiants architectes, on n'a pas forcément la même vision et la même culture que les étudiants aménageurs sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on aimerait essayer plutôt de se comprendre et se tourner vers qu'est-ce que nous, en tant qu'architectes, on va pouvoir faire pour être acteurs réellement de ce changement et pour pouvoir endiguer un peu ce phénomène d'habitat indigne. Donc j'aimerais juste réagir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte de sécurité? Parce que je ne suis peut-être pas tous très sûrs de ce qu'on va faire plus tard. Ça peut peut-être être une proposition aussi. C'est un corps de la préfecture de police, l'architecte de sécurité. Ils sont mobilisés sur le contrôle de tout ce qui est permis de construire, sur la question de la sécurité incendie. Une petite relation avec l'évacuation qui est tout à l'heure. Et ils sont compétents pour analyser les désordres relevant du péril. Donc c'est vraiment, alors c'est des architectes, c'est une école d'architecture à la base, qui ont passé un concours de la préfecture de police. Et donc ils ont un statut particulier, ils travaillent à 75% de leur temps pour le préfet de police et par convention pour la mairie de Paris. Et ils ont une agence à côté, bien souvent, ils travaillent 25% de leur temps, enfin voilà la répartition, c'est la particularité de ce corps qui se régénère régulièrement, qui a des concours qui permettent d'y accéder. Voilà. Et puis pour revenir un petit peu plus au terme général, on aimerait essayer de comprendre, je pense, plus comment est-ce qu'on agit pour rénover ces logements, parce qu'évidemment il y a des personnes qui sont dedans dans ces moments-là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on va devoir peut-être les déplacer? Où est-ce qu'on met? Comment on s'occupe du processus déjà de déplacer la personne, ensuite de la rénovation et de la remise de la personne, ensuite ou non? Je pense que voilà, je pense que c'est des actions différentes. Ça dépend en fait de la rénovation du logement. Quand nous on intervient donc en copropriété, parfois s'il y a des travaux de structure à réaliser dans des logements, dans le cadre du programme de la copropriété, du programme des travaux de la copropriété, cette question est très délicate en fait. Elle est délicate à mettre en place parce que soit on va avoir un logement libre dans l'immeuble et le propriétaire de ce logement va accepter de le prêter pendant la période de réalisation de travaux, et donc ce qu'on va appeler le logement tiroir. C'est que le logement dans lequel il va y avoir des travaux, les occupants vont pouvoir occuper ce logement vacant. Après, sous forme de convention ou non, le propriétaire du logement vacant va demander une rémunération ou non. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent s'étudier au début du programme de travaux. Soit on ne va pas avoir de logement libre dans l'immeuble et du coup là c'est délicat, c'est des hébergements qui vont se faire dans des structures hôtelières. Donc
quelles sont les compétences de la ville dans le cadre, dans le domaine de l'habitat indigne, donc proprement parler, et comment travaille-t-elle avec l'État pour mettre en place des politiques? D'accord. Alors peut-être avant de répondre pour Paris, comme c'est un cas spécifique, si vous voulez avoir un aperçu de comment la lutte contre l'habitat indigne est organisée à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, il y a 2 autorités compétentes. Il ne faut pas perdre de vue que le millefeuille que vous venez d'aborder est issu de notre histoire on peut dire collective, de l'histoire de la France. Il ne faut pas perdre de vue, ça peut être intéressant quand on étudie l'urbanisme et l'architecture, de se rappeler que la mère de l'urbanisme et de l'aménagement, c'est quand même la politique de santé publique en France. À comparer à d'autres pays, c'est pas forcément, c'est rarement, c'est même pas le cas dans d'autres pays qui luttent contre les problèmes d'habitat indigne, mais pas avec cette histoire-là, ce qui fait qu'on a notre codification, on a le code de la santé publique d'un côté, le code de la construction de l'habitation de l'autre, le code général des collectivités territoriales, donc on a un droit bien fourni, qui peut apparaître comme un millefeuille, qui est un millefeuille, disons-le, mais qui est relativement complet. Je ne sais pas si du côté de la Fondation Abbé Pierre, vous avez une vision sur comment on va dire nos collègues ou nos voisins en Europe s'occupent du même phénomène, mais ça serait toujours intéressant parce qu'on pourrait aussi s'enrichir, surtout que en France on est à un moment clé où justement cette organisation-là est réinterrogée. Donc en France, il y a 2 autorités compétentes, le préfet sur les questions de santé publique et le maire sur les questions de sécurité publique. Ça, c'est une chose simple à se rappeler. Le cas parisien est un petit peu plus complexe et c'est aussi issu de l'histoire purement de notre pays et de Paris en particulier. On a une 3e autorité à Paris qui est le préfet de police, dans les rapports de confiance que a pu avoir l'État dans notre histoire avec la commune de Paris. Et ça perdure. On est en 2020, bientôt en 2020, et voilà. Il y a toujours ces 3 autorités compétentes. C'est pas un souci en soi, mais ça veut dire déjà qu'aucune de ces trois autorités compétentes peut agir seule. Donc on interagit entre la commune, l'État, mais pas que. Il y a un ensemble de partenaires sans lesquels on ne serait pas capable d'agir. Je pense aux associations, en vous voyant à Cabal et la Fondation Abbé Pierre en particulier, il y a aussi d'autres acteurs associatifs qui sont déterminants dans la lutte contre l'habitat indigne, dans la manière aussi d'aiguillonner les autorités compétentes, c'est très important. Il y a aussi, à travers la MHM, les opérateurs. Voilà, les autorités compétentes sont certes maîtres d'ouvrage d'un certain nombre de politiques publiques, mais ne font pas sans des opérateurs, sans des entreprises pour faire des travaux, etc. Donc ça, c'est important à avoir ça en tête. Pour ce qui est de l'organisation parisienne, elle a évolué assez récemment, ce que vous voyez effectivement à l'écran. Ce qui est particulier à Paris, c'est que l'évaluation des risques sanitaires, donc qui relèvent du préfet, comme je disais, sont confiés à mon service. Donc on emploie, on va dire, au total 160 personnes, donc 110 au sein de mon service, et puis par convention, 50aine d'architectes de sécurité, depuis 2017, aussi par votre convention. Que par rapport aux prérogatives de l'État en matière de santé publique, on est le bras armé du préfet en réalité et de l'ARS pour aller expertiser les risques qu'on nous signale. On nous signale à peu près, c'est en constante augmentation, il n'y a pas si longtemps que ça, on était autour de 3000, puis 4000, puis 4500, puis 5000, puis 5500, puis 6000, puis on a dépassé 6000 signalements par an sur des problématiques relevant de l'hygiène de l'habitat. Donc là-dessus, une convention prévoit, une convention entre ma direction et l'Agence régionale de santé, que les inspecteurs de salubrité se déplacent pour expertiser les risques. Sur ces 6000, on va raisonner à 6000 pour faire simple, il ressort quoi de ces 6000 enquêtes? Il ressort par an à peu près entre 350 et 400 arrêtés d'insalubrité, donc des situations d'habitat indigne avérées constatées, où l'état des logements, l'état du bâti, l'état des fois de la manière d'occuper le logement. Vous parlez de situations d'incurie dans le logement par moment, enfin, le propriétaire est toujours le responsable, il faut aussi un peu relativiser par rapport à ça. Et donc là, on est véritablement sur des situations d'habitat indigne qui vont nécessiter qu'on utilise les outils de puissance publique.
On a aussi, à travers ces enquêtes, entre 800 et 1000 manquements aux règles de salubrité. Les règles de salubrité, juste un petit point de vocabulaire simple, la salubrité c'est tout ce qui est favorable à la santé, l'insalubrité c'est tout ce qui est néfaste à la santé. Donc le règlement sanitaire départemental qui sont entre les mains de tous les maires de France sur leur propre territoire, il vise à contrôler qu'il n'y ait pas de manquement aux règles de salubrité. Et donc c'est 800 à 1000 situations par an qu'on constate en infraction par rapport aux règles de salubrité. Vous voyez qu'entre les plus de 6000 signalements et les actions qu'on va enclencher, les pouvoirs de police qui sont contraignants, il y a un gap. En même temps, il y a des gens, comme vous le disiez, qui ne signalent pas leur situation. Et ceux-là, pour nous, ils sont relativement transparents, on ne sait pas. Ensuite, en 2017, et ça c'est une particularité, c'est que jusqu'en 2017, le préfet de police était seul responsable des questions de sécurité publique à Paris, ce qui était un cas particulier, puisque dans n'importe quelle commune de France, depuis des lustres, le maire est responsable de la sécurité publique, et à ce titre-là, il a entre les mains des pouvoirs de police spéciale qui touchent au péril, à la sécurité des équipements communs dans les immeubles d'habitation collective, c'est-à-dire quand un ascenseur est dangereux, quand des réseaux électriques en partie commune sont dangereux, c'est le maire qui est compétent en la matière. Je cite que ces deux polices-là, elles ont été transférées qu'en 2017 à Paris. Donc on a pris ça en charge le 1er juillet 2017, ce qui fait que, on va dire, les conditions relativement uniques et favorables qui concernent Paris, c'est d'avoir entre les mains, même s'il y a toujours 3 autorités compétentes, la ville qui détient la quasi-totalité des bras de levier en matière de pouvoir de police, mais pas que, puisque au sein de la direction, il y a effectivement plusieurs volets qui sont travaillés pour lutter contre l'habitat indigne. Le volet préventif à travers la mise en place de 2 observatoires qui permettent, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'agir précocement et d'essayer d'avoir une analyse régulière chaque année de l'évolution de ces phénomènes-là, à la fois dans les immeubles d'habitation, mais aussi pour le 2e observatoire dans les hôtels qui pratiquent l'hébergement social, afin d'éviter tout simplement aux préfets et aux maires, et avant ça aux gens qui sont effectivement hébergés dans le parcours résidentiel dans ces établissements-là, qui ne soient pas exposés à des risques pour leur santé ou leur sécurité. Les volets incitatifs, à travers notamment le programme d'intérêt général dont a parlé et reparlera Madame Hachem, pour effectivement apporter un accompagnement à travers la version de l'opérateur administratif technique et canaliser les aides financières pour aider les propriétaires candidats à la réalisation des travaux. Le volet coercitif, c'est ce que je disais sur la mise en œuvre des pouvoirs de police. Elles sont au nombre de 13 actuellement en France. Donc on va dire que la boîte à outils est complète, mais elle n'est pas forcément simple de maniement. Le volet, un autre volet important qui est le volet appropriation publique, et puis le volet pénal sur lequel la ville a mis l'accent. Donc ce que je voulais juste pour en terminer sur ce schéma-là, c'est de dire qu'il y a des conditions indispensables à réunir pour pouvoir agir avec tous ces outils-là. C'est la volonté politique, du côté de l'État comme du côté de la collectivité. Qu'à Paris, ces conditions sont réunies depuis 3 mandats. Donc ça, c'est déterminant. Et qu'effectivement, des moyens suffisants soient mis à disposition des différentes autorités compétentes pour pouvoir agir. Par rapport à de futurs professionnels de l'architecture, alors ça suppose qu'effectivement les programmes pédagogiques de votre école ou des écoles en général se soient mis en perspective et enseignés. Ça me paraît essentiel, parce que sur la question de la réhabilitation, autant on a en France, c'est aussi issu de notre histoire, une filière très classique, très noble, à travers ce qu'on appelait l'école de Chaillot, pour restaurer les monuments historiques. Et là, le gros du boulot, à l'avenir, c'est restaurer des bâtiments d'habitation qui existent. Parce qu'on va en restaurer plus qu'on va en construire, vraisemblablement, même s'il faudrait en construire plus que ce qui sera possible. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, pas comme représentant de la ville de Paris, mais pour être passé par une école comme la vôtre,
et avec un peu de recul lié à nos actions sur l'habitat. Voilà, s'intéresser au logement en tant que tel, et puis curieux de la technicité, et j'ai été pouvoir bien faire son métier d'architecte. Merci beaucoup, très intéressant, je pense. Vous voulez intervenir sur la question précédente également? Pour compléter, je pense que vous allez être à la fois obligé d'être curieux, mais vous allez être obligé de prendre en compte la réalité des moyens. Parce que c'est ça qui est bien. Plus on avance avec le logement, plus les enveloppes budgétaires sont ultra tendues. Et il y a quelque chose qui est intéressant sur l'habitat indigne, et nous, ce que nous faisons dans le cadre du réemploi, c'est travailler avec des archis qui voient les défauts du bâtiment ancien, mais voient aussi les grandes qualités de ce qui a été construit il y a longtemps, notamment en termes de régulation thermique, notamment en termes d'isolation, et des astuces que parfois on a abandonnées depuis longtemps et qui sont extrêmement vertueuses. Le visage de l'habitat indigne, c'est pas que de l'haussmannien ou du bâtiment ancien de centre-ville, c'est aussi de la copropriété horizontale des années 80, c'est aussi des petites copropriétés de bâtis qui ont 20, 30, 40 ans, c'est aussi du très ancien, c'est aussi du très isolé dans la ruralité, avec de l'invisibilité, des très belles maisons extérieures mais extrêmement dégradées à l'intérieur. Donc il y a effectivement à aimer ce qu'on va produire pour les gens, et donc il faut les voir les gens en fait. Il faut aussi leur parler, il faut aussi de voir de là où ils nous parlent et de quelle histoire ils nous racontent dans leur trajectoire. Parce que quand on a été habitué à vivre à 7 dans un logement et dans la même pièce, et qu'on nous met à disposition un logement de 3 pièces, le temps de l'ajustement est hyper important et de la compréhension de l'usage du logement. Par contre, quand on a vécu à 7 dans une même pièce, on a des astuces d'usage du logement qui sont hyper intéressantes à aller regarder et à aller écouter, parce qu'elles peuvent permettre d'affiner et d'être hyper pertinentes sur l'adaptation du logement, la réhabilitation du logement. Sur la question de l'accompagnement, sur la question de la lutte contre l'habitat indigne, nous, la question qui nous traverse beaucoup, que ce soit de l'habitat indigne vacant que nous transformons à des fins de logement très social, ou de l'habitat indigne occupé par des propriétaires occupants modestes ou très modestes, c'est la question justement de l'accompagnement des ménages, à la fois dans le diagnostic, dans le temps des travaux, c'est-à-dire comment ils vont vivre cette période-là, est-ce qu'ils sont maintenus ou est-ce que... et dans la manière dont ils vont retrouver un logement très souvent rénové. Alors, en sortie d'insalubrité, c'est très déceptif visuellement pour les ménages. C'est-à-dire que quand on fait de la structure, de la toiture, des huisseries, très souvent, dans les enveloppes financières, on n'a pas du tout les moyens de faire des jolies salles de bain finies, des belles finitions en peinture, des cuisines qui sont hyper adaptées, et du coup, ça peut être déceptif, et ça nécessite un accompagnement. Mais si on prend des thématiques comme la lutte contre la précarité énergétique, ou la rénovation thermique, on arrive à travailler avec les ménages justement sur cette reprise de leur logement, et sur le travail qu'il y a à faire pour réoccuper normalement son logement. Quand on a un logement en précarité énergétique, par exemple, qui n'est pas forcément insalubre mais qui est indigne, enfin qui n'est pas forcément insalubre, pardon, mais qui est indécent, on est parfois à vivre dans 2 pièces, en fait, on chauffe. Et le reste, on ne chauffe pas, on est nombreux, mais on vit dans ces 2 pièces. Donc il y a quelque chose autour de l'usage qui est hyper important. Donc l'accompagnement des ménages, l'accompagnement des familles dans la sortie d'insalubrité de l'indécence est capital, et c'est certainement ce qui est de moins bien payé dans les dispositifs actuels de financement, d'accompagnement de la sortie de l'indignité ou de l'indécence. Et nous, on travaille avec des associations, des archis aussi, au local, avec des visages extrêmement différents d'indignité ou d'indécence. Et ce qu'on voit, c'est vraiment quand il y a effectivement cette écoute, ce couplage sur la question du bâti et de l'usage, et d'un diagnostic bâti-usage, d'un diagnostic qui prend en compte cet usage dans les travaux, et aussi dans la manière dont on retrouve son logement, pour ne pas avoir le risque de reprovoquer parfois des situations qui peuvent faire tomber le logement dans l'indécence, parce que ça peut arriver quand on n'a pas bien appris à gérer un logement, à le faire respirer, etc. etc. Je dirais quelque chose aussi, c'est que parfois dans le traitement de la lutte contre l'habitat indigne, il y a eu de l'appréhension de la part des associations de proposer du relogement définitif ailleurs à des ménages. Voilà, donc ça c'est un vrai problème, parce que très souvent ça a été utilisé après pour vider des bâtis, qui sont devenus extrêmement une valeur ajoutée financière très très forte dans l'aménagement. On a vidé des pans entiers d'habitat indigne,
on les a fait acquérir par des promoteurs et on en a fait du logement qui n'était pas social, voilà, pour faire court. Donc c'est aujourd'hui un risque qu'on prend moins dans la question du relogement, alors parce que parfois c'est dans des zones très tendues comme Paris et c'est compliqué de trouver du relogement définitif, mais même dans des zones moins tendues, on ne travaille pas trop sur le relogement alors que parfois c'est hyper essentiel de reloger définitivement les gens ailleurs. Voilà. Parce que parfois il faut vraiment démolir et reconstruire autre chose. Et nous, on préférerait dans ces cas-là, quand on vit du logement indigne et du logement insalubre, qu'on démolisse, s'il faut démolir, pour reconstruire du logement très social, au service peut-être d'autres familles qui sont en situation de précarité et d'absence de logement digne sur le terrain. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses à nos questions. Je pense que c'est des choses de terminer pour que la salle puisse poser des questions. Si elle en a, je vais laisser la parole à Sylvie pour la conclusion. On va peut-être commencer par éventuellement les questions de la salle, si vous en avez. Ou si vous avez un dernier mot à nous dire, n'hésitez pas. J'ai une question. Par rapport aux petites ruralités dont vous avez commencé à parler, est-ce qu'il y a encore du coup des certains territoires où il manque d'associations, où il manque de services de l'État, les municipalités pourraient être dépassées par ça, n'auraient pas assez de moyens je voulais savoir votre point de vue vis-à-vis de ça. Alors nous, on a accompagné aux alentours de Besançon et dans d'autres régions des municipalités qui n'avaient pas compris parce que le village typique très mignon cachait des situations d'indignité, d'insalubrité mais énormes. Et donc des élus, parfois des maires, qui sont rentrés dans les logements et qui vraiment ne savaient pas qu'ils avaient des administrés, des citoyens qui étaient dans cette situation-là. Donc on en a accompagné, Fondation Abbé Pierre, avec des partenaires. Et oui, il y a beaucoup de trous dans la raquette dans le territoire sur l'intervention et particulièrement en ruralité. Alors, on trouve maintenant des nouveaux acteurs, notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire, autour des questions d'agriculture, qui se mobilisent fortement et qui ont créé des structures très intéressantes sur l'accompagnement à la fois de la question de l'agriculture et de la question de l'habitat indigne. Beaucoup d'agriculteurs peuvent être plongés dans l'indignité du logement et dans la précarité de l'emploi, au regard de leur activité. Donc, mais en fait, il y a des paradoxes. Il y a de l'habitat indigne dans des zones rurales où le logement est très cher et où les jeunes n'arrivent plus du tout à se loger et à rester en ruralité parce que tout le monde a pensé que le bassin d'emploi était à 200 km et qu'en fait, il ne fallait pas s'occuper de ces territoires-là. On a eu quelques think tanks qui ont proposé ça, de s'occuper des grands bassins d'emploi et de laisser tomber le reste du monde. Et en même temps, on voit des mouvements de population qui vont s'installer ou qui renouent avec de la territorialité très rurale. Donc oui, c'est très compliqué, c'est de l'invisibilité parce que c'est... dans les villes, quand on a traité de l'insalubrité, je vais essayer de ne pas être trop confuse parce que je voudrais vous dire plein de choses, mais ça se bouscule au portillon. En fait, quand on a traité, et Paris en est un exemple super, moi quand je suis arrivée il y a 24 ans à Paris, il y avait beaucoup de squats, beaucoup de garnis, les hôtels. Il y a eu un travail formidable qui a été fait pour quand même avancer de manière incroyable, particulièrement ces 15 dernières années, 20 dernières années sur cette question-là. Et en fait, ça a projeté une forme de précarité dans la rue aussi. C'est-à-dire ça a repoussé aux frontières et ça a projeté une certaine précarité. En ruralité, il n'y a pas ce processus-là. Donc il y a des effets d'invisibilité très très forts et d'isolement très forts. Et dans le même temps, paradoxalement, il y a des effets d'innovation, de résolution de problématiques du quotidien par des collectifs d'habitants et des solidarités locales qui sont très très fortes. Voilà. Et je pense que dans la question de la lutte contre l'habitat indigne, ce diagnostic sur mesure qu'il faut faire au niveau micro-local, c'est ce qui est le plus compliqué à faire pour ajuster le travail et l'action de la puissance publique et le rendre pertinent. Donc il faut apprendre à se réappuyer sur les forces vives aussi des habitants, les collectifs d'habitants, des citoyens. Et à Marseille, c'est un vrai exemple. Il y a beaucoup de compétences, d'intelligence du processus systémique pour lutter contre l'habitat indigne auprès des collectifs d'habitants qui sont ultra actifs et une ressource très très forte pour les associations, pour la puissance publique, mais aussi pour la Fondation Abbé Pierre. C'est un peu confus, je ne réponds pas vraiment à la question, mais le diagnostic est un peu difficile en fait sur la ruralité. D'autres questions ou des réactions? Eh ben,
je vais laisser la parole aux étudiants, même puisqu'il a pris le temps. Moi, j'ai une question, parce que j'étais sensible à ce que vous avez dit, Madame Caba, sur les difficultés de l'accompagnement. Enfin, on comprend que c'est un enjeu, mais que c'est aussi très difficile à mettre en œuvre, j'imagine, pour des raisons financières, etc. Et sur la prise en compte des usages. Et je me posais la question de la place de l'auto-réhabilitation. Je pense au programme qu'on voit dans le logement social. Est-ce que ça peut être un levier? Est-ce qu'il y a des programmes qui existent sur l'habitat indigne? Alors, l'auto-réhabilitation accompagnée, effectivement, plutôt bien fonctionné, notamment avec les compagnons bâtisseurs et d'autres associations et d'autres structures qui mettent en œuvre ce travail-là dans le parc social. Parce que le parc social, il y a un interlocuteur contre qui on est très souvent, d'ailleurs. Et en même temps, c'est un partenaire très fort. Donc, c'est possible de négocier. Sur les compros, c'est très difficile. Et sur la réalité, encore plus compliqué. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, je pense, à la Fondation Abbé Pierre, nous pensons qu'il y a plusieurs leviers sur le fait que l'accompagnement est complexifié. Il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi la représentation d'une action sociale extrêmement descendante sur les plus pauvres, c'est-à-dire qui seraient démunis de compétences, de connaissances, de savoir sur les usages, alors qu'ils sont pauvres et donc empêchés. Donc il y a cet avis culturel-là qui empêche beaucoup de repartir du point de vue des personnes. Ça, c'est une première chose. Il y a une culture de l'action sociale, de l'accompagnement, qui est une culture qui ramène les personnes qui sont hors normes dans la norme. Ça, c'est un deuxième effet. Et sur la réhabilitation, l'auto-réhabilitation accompagnée, le plus grand débat qu'il y a eu, et notamment avec l'ANA, qui a refusé de faire un forfait ajusté à l'auto-réhabilitation accompagnée, qui aurait pu nous permettre d'aider les compagnons bâtisseurs, et surtout les compagnons bâtisseurs, de le développer dans le parc privé, et sur les questions des copros notamment, c'est effectivement ce forfait de l'accompagnement au geste, à l'acte de l'auto-réhabilitation, de la réhabilitation, qui est en fait un investissement qui dépasse la question des travaux immédiats, qui est un investissement sur un entretien durable et pérenne du logement et une prévention du risque de rebasculer dans l'indécence et dans l'indignité. Et ça, c'est pas entendable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal à discuter parfois, et notamment au niveau de l'État, mais pas forcément au niveau de l'ANA locale, pas forcément au niveau de la territorialité, mais au niveau national, d'échanger autour d'une action publique, de la puissance publique coordonnée qui permettrait de, à la fois avoir un effet curatif et d'organiser les effets préventifs des risques de demain. Extrêmement difficile. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si difficile. C'est multifactoriel, voilà, je vous ai donné quelques facteurs. Et puis alors aujourd'hui, quand on retire par exemple l'APL acquisition ou l'APL réhabilitation pour propriétaires occupants dans une situation d'indignité, c'est-à-dire qui permet de rembourser une part de l'emprunt de l'acquisition ou des travaux d'amélioration du logement, on se coupe de la possibilité de résorber la lutte contre l'habitat indigne chez les propriétaires occupants modestes et très pauvres. C'est-à-dire que clairement, on coupe l'aide sociale qui représente, qui n'est pas énorme par rapport à l'économie budgétaire nationale, mais qui est un facteur hyper fort de l'engagement des familles et la difficulté que c'est de s'affronter à résorber son habitat indigne. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, donc il y a un périmètre restreint. Chaque bailleur qui va mettre en location un appartement devra au préalable le signaler à la métropole et une visite sera faite du logement pour vérifier que le logement est bien décent, logement et partie commune. Si ce n'est pas le cas, le logement sera du coup soit pas interdit à la location, soit il peut y avoir des travaux à faire et le bailleur devra présenter la facture des travaux qu'il aura fait. Pour l'instant, il y a beaucoup de scepticisme sur le dispositif qui est très intéressant, mais par exemple les bailleurs sont très peu au courant du fait qu'il y a ce permis de louer, donc on en a entendu parler vaguement, mais il n'y a pas eu de campagne de communication généralisée, les bailleurs n'ont pas reçu de courrier, il n'y a pas eu de... Donc moi à chaque fois que j'en parle à des bailleurs, donc c'est mon ressenti parce que c'est des entretiens que je fais, il y en a très peu qui sont au courant des modalités, du fait que ça a commencé donc le 15 octobre, donc j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui sont techniquement hors la loi parce qu'ils ont mis en location depuis le 15 octobre des appartements qui ne sont pas passés par le permis de louer. En revanche, ça reste quand même un outil intéressant donc pour vérifier, avoir une meilleure visibilité finalement sur les logements de ce quartier-là qui sont marqués par justement un fort taux
fort taux de logement dégradé, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'il y a et pouvoir un petit peu contrôler ce qui se met en location sans se voiler la face sur le fait que certainement les locations qu'il y a dans ce quartier qui sont marquées par l'informalité, je pense notamment au marché spécifique des sans-papiers et ce genre de choses, ne vont certainement pas passer par ce genre de déclaration. Voilà. Non. Ça a aussi été mis en place à Château-Renard dans le rural, pas très loin de Marseille. Et là, pour le coup, il y a des bons résultats, des choses assez positives. Il me semble qu'il y a une ordre de ça. Donc, c'est une clé à. Il faut voir qui réagit. Et comme vous le disiez, puisque les propriétaires qui passent par le marché informel ne vont pas aller déclarer qu'ils louent les sans-papiers, par exemple, est-ce que ça ne pourrait pas justement empirer la situation avec les propriétaires bailleurs qui savent qu'ils ont des appartements pas en état d'être loués, qui vont justement ne pas aller les déclarer, justement pour les louer sans problème? Est-ce que ça ne pourrait pas avoir l'effet inverse en fait de ce qui est voulu? Je fais ça, c'est que j'avais lu un papier, alors je ne dirais pas l'auteur, mais je disais justement que c'était le risque, c'était justement que les propriétaires qui ont des appartements qui ne sont pas en état d'être loués, qui sont insalubres, ils ne vont pas aller demander leur permis de louer puisqu'ils vont savoir qu'ils ne vont pas l'obtenir. Et donc ils vont juste continuer à louer leur appartement et donc ça va passer sous c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire juste avant, en fait, il y en a certains qui ne vont pas le faire. Par contre, ces personnes-là s'exposent à une amende de 5 000 à 15 000 euros en fonction de l'état de logement. Donc après, ça permet. En fait, une des grosses problématiques, typiquement à Marseille, c'est l'impunité dans laquelle les loueurs pouvaient louer des choses qui n'étaient pas aux normes, qui étaient insalubres, parce qu'il y avait très peu de procédures. Et donc là, à partir du moment où il y a des dispositifs et où on peut commencer à les attaquer sur certaines choses, donc je pense que ça change un petit peu la donne. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre justement pour aller vérifier que les logements sont loués sans permis? C'est ça le. Ah oui. Non. Donc au final, oui, mais par contre, le locataire qui a un bail qui a été signé après le 15 octobre, qui n'a pas son permis de louer, ça lui donne quand même un levier. Pour moi, ça. Après, un propriétaire indélicat restera un propriétaire indélicat, ça ne va pas développer plus de propriétaires indélicats en fait. Mais le permis de louer, effectivement, il y a ce contrôle et cette visite de contrôle, mais à partir du moment où c'est que quand le propriétaire se déclare, s'il n'y a pas de visite au bout d'un mois, il aura le permis de louer son logement parce que 30 jours, ça c'est rien. Et donc voilà, c'est bien de mettre en place, il y a ces outils qui existent, mais encore faut-il les mettre en place, faut-il aller jusqu'au bout, faire vraiment des diagnostics. Ça serait une mission pensée, ils sont même interrogés, mais ils sont pas été jusqu'au bout. Donc voilà, il faut pouvoir faire des diagnostics. On est déjà en manque dans certains services d'hygiène, dans un secteur de salubrité, dans certaines collectivités. Donc il faut les moyens derrière. Mais ça ne développera pas plus les propriétaires. Mais je pense qu'il y a propriétaire indélicat, il y a une différence aussi avec marchand de sommeil, c'est-à-dire d'organiser de l'acquisition, d'habitat dégradé, d'en profiter, d'abuser les gens, de revendre, de faire des plus. Enfin, il y a un système capitalistique hyper fort et qui est. Voilà, c'est l'affaire de voyous, enfin, je veux dire, c'est une Normandie qui avait dit ça. Après, je trouve qu'à Marseille et dans d'autres villes qui sont en situation d'habitat indigne, pour lesquelles il n'y a pas de. Il y a une mobilisation quand même extrêmement faible de la puissance publique, à plein d'endroits, qui avant le permis de louer n'a pas utilisé l'ensemble des outils qui auraient pu tout à fait être au service de l'accompagnement, alors pas de régler tout, mais en tout cas d'endiguer, puis de repérer et d'accompagner la sortie de l'insalubrité d'un certain nombre de logements, et notamment de bagne. Et ça, le permis de louer, ça vient un peu comme l'acte magique, alors que c'est intéressant. Fondamentalement, c'est aussi peut-être parfois ouvrir les yeux à des propriétaires qui n'ont pas compris qu'ils louaient un logement indécent. Il y en a, ça existe. Des gens qui disent mais si c'est bien, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a un grille-pain qui chauffe, tout va bien, et puis ils oublient que 10 ans après ça donne de l'habitat indigne parfois aussi. Mais c'est pas ça qui va inverser
la norme de la manière dont on regarde l'habitat indigne aujourd'hui, notamment dans une ville comme Marseille et comme d'autres, où il y a besoin d'utiliser des outils qui existent depuis fort longtemps au service de la lutte contre l'habitat indigne. Voilà. Et je le rapprocherai de l'encadrement des loyers, de la garantie universelle des loyers, hein, qui n'a jamais eu de garantie universelle des loyers. C'est des super idées qui, pour l'encadrement des loyers, a été expérimenté à Lille et s'est fait retoquer très très vite d'un point de vue juridique, mais dommage, c'est quand même aussi ces batteries d'outils-là qui, dans le temps, vont permettre de réguler la possibilité d'accéder à un logement en bon coût et de qualité. Je pense que en fait, le problème aussi, il relève que les personnes qui vont habiter justement dans ces habitats indignes, ils ont un manque de moyens et du coup l'accès au logement, tout ce qu'on peut leur offrir c'est ça, c'est ces habitats indignes. Et du coup, s'il n'y a pas de réponse de l'État, de mise en œuvre de régulation justement de loyer et d'avoir des logements qui soient stables dans la salubrité mais à bas prix, il y aura toujours ce problème parce qu'il y aura toujours des gens, des propriétaires mal intentionnés qui savent que c'est insalubre mais bon, en même temps ils leur proposent quelque chose et alors que personne ne leur propose quelque chose, donc ça évite aussi à des gens pour eux ils vont prendre l'argument de dire oui mais si je ne joue pas ça elle est dans la rue la personne, donc il y a aussi tout ce côté-là, tout ce système qui est un peu c'est même controversé quoi. On ne peut pas non plus mettre à l'abri des gens, donc il faudrait vraiment qu'il y ait des... est-ce que vous pensez que l'État va faire en sorte qu'il y ait des solutions à ça Des solutions, il y en a eu plein, hein, et des justes, et des pertinentes. Après, le marché est très fort. C'est-à-dire que ça fait quand même 15 ans que l'immobilier fait ça, et qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas doubler ou tripler la subvention BLAI pour arriver à sortir du loyer moins cher, parce que le coût du foncier a explosé en l'espace de 15 ans. Donc l'État fait... alors après, ils font des choix en ce moment qui sont un peu, sur le logement en tout cas, extrêmement douloureux pour les personnes, pour les habitants. Mais c'est vrai aussi que réguler le marché, c'est toucher au droit à la propriété. Et en France, vous touchez au droit à la propriété. Je veux dire, si vous installez un rapport avec les futurs électeurs, qui est hyper compliqué aussi. C'est pour ça que l'encadrement des loyers n'a pas fonctionné aussi. C'est que c'est politiquement, c'est hyper compliqué d'aller s'affronter à la régulation du loyer, qui était aux dépens d'un marché aujourd'hui qui est extrêmement florissant pour celui qui est propriétaire dans certaines parties de la France. Par rapport à ça, souvent, on oppose, on met en parallèle, mais on ne fait jamais ou rarement dialoguer le logement dit social et le parc privé. En fait, le logement social existant et le parc de logement privé existant, c'est 100% des logements dont on dispose. On n'en a pas suffisamment. Et des communes vont faire des efforts pour que la part de logement social se conforme à ce que prévoit la loi SRU et tend à une évolution. Mais si sur Paris, la ville a dû atteindre les 21% de logements sociaux cette année, nous on travaille, on regarde indifféremment le parc social comme le parc privé. Quand on nous fait un signalement, l'État a une adresse, il peut être dans le parc social et on va l'instruire. Mais si sur ce parc existant sortent des logements, quand je dis sortent des logements, c'est pas que d'un seul coup ils n'existent plus, mais c'est qu'on se rend compte qu'ils sont dangereux et qui portent atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes. Donc je dis, voilà, on constate un logement comme celui-là, le temps qu'on n'a pas réglé le problème, il est sorti du parc. Voilà. Donc travailler sur l'habitat indigne, c'est travailler sur le parc existant qui a la première qualité d'exister, même si ces qualités d'existence nécessitent des travaux, des réaménagements, des fois des démolitions, reconstructions, etc. En tout cas, ce qui existe, c'est une ressource. Il y a une logique de développement durable. Vous parlez des qualités du bâti ancien. C'est vrai. On n'est pas forcément dans la construction neuve avec des technicités nouvelles à expérimenter parfois, à réussir dans d'autres, ou à produire des catastrophes dans d'autres. Donc, considérer aussi que toute cette matière des logements existants, c'est une véritable ressource. Et donc, on gagnerait, collectivement, à avoir une pensée moins cloisonnée entre le logement social et le logement privé.
C'est comme si on avait une médaille. Là, à Paris, la médaille, elle a une petite rondelle comme ça qui fait 20% de logements sociaux. La médaille va s'agrandir, mais pour l'instant, c'est des études, c'est des projets qui sont financés, qui sont encore réalisés. Il n'y a pas de mètres carrés sur lesquels poser les pieds et habiter. Et de l'autre côté de la médaille, il y a 80% de logements dits du parc privé. Donc il faut veiller à ce que les 80% restent intègres, salubres et sécures, quoi. Et rarement on voit l'approche globale de cette espèce de médaille en forme de tronc conique, alors qu'en réalité c'est la même médaille, c'est le même problème. Simplement, même d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de l'architecte, aussi, par exemple, des professionnels, concourir à des projets de nouveaux logements, bah, voilà, c'est intéressant, c'est passionnant, ça s'inaugure, on voit bien dans une ZAC comme dans celle-là, l'effet valorisant que ça peut avoir. Et des fois, cette valorisation de cet acte-là, parce qu'il y a des millions qui sont en jeu, il y a des projets nouveaux qui sont inaugurés, il y en a des cheveux qui sont moins cheveux, il y en a qui vont avoir une qualité d'usage géniale et puis d'autres moins. Mais au revers de la médaille, et ça on n'en parle jamais, vous parliez de notion d'invisibilité de tout ça, il faudrait de temps en temps que la médaille tourne et que tout le monde se rende compte que c'est un ensemble et que des travailleurs de l'ombre, pour essayer de lutter un petit peu tous les jours, beaucoup tous les jours, pour lutter contre l'habitat indigne, heureusement que c'est là, quoi. Parce que c'est indispensable pour ne pas accroître le décalage entre l'offre et la demande de logement. Ça, mais on présente rarement comme ça. C'est énorme, c'est 50 000. C'est énorme, la demande de logement social, c'est énorme. Merci beaucoup. Dernière question. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les quatre d'être intervenus, d'être venus cet après-midi. J'espère que vous avez apprécié de débattre ici. Merci à tout le monde d'être venu. Je pense qu'on repart d'ici en sachant un peu plus sur l'habitat indigne, beaucoup plus même sur l'habitat indigne, sur sa complexité, vraiment, de par sa variété, son changement perpétuel. On sait aussi beaucoup plus des acteurs qui interviennent, notamment des pouvoirs publics, des associations. Je pense qu'on a à peu près tous compris que voilà, il fallait vraiment une réelle volonté politique et une réelle coopération et coordination des acteurs pour réussir à lutter contre le fléau de l'habitat indigne. Merci encore.